Salut tout le monde, c'est toujours Dr Soirée Mamadou. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, des pathologies au niveau de la moelle épinière. Alors, la première pathologie que nous allons commencer avec, ce sera la syringomyélie. Et dans la syringomyélie, il faut tout simplement comprendre que d'abord, il y a une dégénérescence kystique de la moelle épinière. Mais où se trouve cette dégénérescence? Pour la plupart du temps, c'est à ce niveau. Alors, ici, il faut voir, si, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est au niveau du C7 et du T1. C'est-à-dire qu'au niveau de la colonne vertébrale, nous avons 33 vertèbres. Et nous avons 7 vertèbres cervicales, nous avons 12 vertèbres thoraciques, nous avons 5 vertèbres lombaires, nous avons 5 vertèbres sacrées et nous avons aussi 5 vertèbres coccygènes. Alors, lorsqu'on voit au niveau de la syringomyélie, la pathologie, ça va se situer entre le C7 et le T1. Et ici, la cause, l'origine, ça peut être traumatique, mais pour la plupart du temps, en tout cas, il y a ce qu'on appelle une dégénérescence de la corne antérieure, de la corne postérieure de la moelle épinière. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette maladie? Qu'est-ce qui va se passer? On peut noter il y a une abolition, c'est-à-dire une perte de la sensibilité à la douleur et aussi à la température. Donc c'est des malades qui vont dire qu'au niveau des membres supérieurs, ils ne peuvent pas sentir de douleur ou bien qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est chaud ou ce qui est froid. Alors, mais ici, il faut noter que la sensitivité, ce qu'on appelle épicritique et épiprofonde, seront vraiment conservées. Sensitivité épicritique, c'est le toucher. La personne peut toucher quelque chose et reconnaître. La personne peut aussi connaître le positionnement d'un objet dans l'espace. Donc ces sens-là ne sont pas affectés, mais la douleur et la température sont affectées dans la syringomyélie. Et surtout au niveau des membres supérieurs, parce que c'est les nerfs qui innervent les membres supérieurs sont à ce niveau-là. Alors la prochaine maladie, ce sera la poliomyélite. Et la poliomyélite, je vous assure qu'il y a 20 ans de cela, moi j'ai appris quelque chose. Depuis que je faisais la deuxième année ou la troisième année fondamentale, et il y avait une récitation en classe au Mali, et on disait que la récitation c'était la poliomyélite. On disait la poliomyélite, le petit fallait grandissait, mais brusquement un soir le garçonnet refusa de téter. Il était agité, il avait une forte fièvre. Tout le monde croyait à un accès de paludisme. On lui donne une cure de Kinimax, mais enfin, sa mère l'amena à la pédiatrie. Après un examen minutieux, le docteur posa des questions à la maman. Madame, cet enfant a-t-il suivi la série de vaccinations contre la poliomyélite? Non, docteur. Qu'est-ce que la poliomyélite, docteur? Madame, c'est une maladie qui atrophie les pieds des enfants et les empêche de marcher. Que dois-je faire? Chercher à les soigner le plus tôt possible, sinon il n'est plus facile de l'arrêter. Alors, c'était la poliomyélite à notre temps. Et la poliomyélite, c'est pour montrer combien la poliomyélite c'était un problème de santé publique. Alors ici, et la poliomyélite, on a constaté que on a parlé de l'amyotrophie, c'est-à-dire une atrophie musculaire. Donc ça veut dire que la poliomyélite, c'est un virus d'abord. Et le virus qui va infecter, n'est-ce pas? Et comment le virus va infecter? C'est un virus qui est transmis par la voie féco-orale. Donc le virus va infecter d'abord l'oropharynx. Ensuite, il va descendre dans les intestins et va causer la fièvre, va causer la douleur abdominale, va causer des nausées, va causer aussi des vomissements. Et de là-bas, qu'est-ce que le virus? Le virus va partir dans le sang. Au niveau du sang, le virus va se localiser dans la corne antérieure de la moelle épinière. Et c'est là-bas que le virus va causer des dommages. Et quels sont les dommages que le virus va causer? Ça sera d'abord, il y aura une paralysie flasque, et il y aura une faiblesse musculaire, une diminution des tonus musculaires, une diminution des réflexes à ce niveau aussi. Alors, c'est des enfants que vous allez voir qui ne peuvent plus marcher. Et ça va concerner seulement les membres inférieurs surtout. Alors, si j'essaie de voir dans les notes ici, et le signe de Babinski sera négatif, qui est très très important. Lorsque vous
vous faites des stimulations de la plante du pied et vous allez voir des orteils qui ne bougent pas et qui vont bouger du sens contraire. Donc vous n'allez pas voir le signe de Babinski qui sera négatif chez ces enfants-là. Alors, la prochaine maladie, ce sera la maladie de Wernicke-Hoffmann. Et il faut tout simplement comprendre que dans la maladie de Wernicke-Hoffmann, la différence avec la poliomyélite est que la poliomyélite est une infection virale, n'est-ce pas? Alors ici, cette maladie, c'est une maladie héréditaire, ce qu'on appelle une maladie autosomale récessive. Alors ça veut dire que ça se transmet des parents aux enfants. Alors, mais la chose la plus importante est que encore il y a une dégénérescence de la moelle épinière et de la corne antérieure de la moelle épinière, bien sûr. Alors vous allez retrouver beaucoup de signes. Ces enfants, on les appelle des floppy babies en anglais. Ça veut dire qu'il y a des bébés qui sont souples. Alors c'est des enfants qui vont mourir quelques années seulement après leur naissance. Et la prochaine maladie que je veux commencer, ça sera la maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de tous ces ALS Challenge en anglais, où les gens ou les amis se mettent ensemble, ils se versent de l'eau froide les uns sur les autres. C'était des vidéos qui étaient partout dans les social media. Alors ici, c'était une forme de soutien, n'est-ce pas, à ces malades-là, aux malades qui souffrent de la sclérose latérale amyotrophique. Ici, le problème, c'est que c'est quoi? Il y a une dégénérescence encore des neurones, mais cette fois-ci des neurones moteurs supérieurs et des neurones moteurs inférieurs. Alors la dégénérescence des neurones moteurs inférieurs, on a dit c'est la même chose que la poliomyélite, où il y aura une paralysie flasque, il y aura une diminution des réflexes, une diminution des tonus musculaires et une faiblesse musculaire aussi. Et tout ça, il y aura un défaut, il y aura une absence de signe de Babinski, n'est-ce pas? Mais ici, au niveau du neurone moteur supérieur, ça va être un peu le contraire. Parce que là, il y aura une augmentation des réflexes, il y aura une paralysie spasmodique, mais aussi il y aura ce qu'on appelle une augmentation du tonus musculaire aussi, et il y aura une hyperreflexia. Alors ici, les signes peuvent ressembler un peu à la syringomyélie. Et si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit directement au niveau de la syringomyélie, il y a une abolition, n'est-ce pas, de la sensibilité à la température et comment on appelle, à la douleur aussi. Mais ici, il n'y a pas de problème de sensibilité du tout, parce que le problème c'est la motricité. Alors, mais ici, vous allez voir une amyotrophie, n'est-ce pas, des mains et ces patients-là. Alors, la prochaine pathologie, ça sera ce qu'on appelle l'ataxie de Friedreich. Alors, l'ataxie de Friedreich, ici, on parle toujours de pathologie de la moelle épinière. Donc, encore, il y a une dégénérescence de la moelle épinière, mais cette fois-ci, et du cérébellum aussi. Alors, à chaque fois que vous avez un problème avec le cérébellum, c'est ce qui va associer ce nom ataxia. C'est le cérébellum qui va causer l'ataxie. Et encore, on a dit qu'il y a une atteinte, donc on va avoir non seulement un syndrome cérébelleux, le syndrome cérébelleux, ça sera l'ataxie, le syndrome radico-cordinal, ça veut dire que nous avons une perte de la sensitivité cette fois-ci dans cette maladie parce que les cornes postérieures de la moelle sont atteintes aussi. Et il y aura un syndrome pyramidal, c'est-à-dire la présence de signes de Babinski. Alors, la dernière pathologie dans cette série de pathologies de la moelle, ce sera la méningite. Alors, qu'est-ce que c'est que la méningite? La méningite, c'est une inflammation des méninges, si vous voulez. Mais ici, l'origine, ça peut être bactérienne, l'origine, ça peut être virale, ou l'origine, ça peut être des champignons, fongales. Alors, ici, pour faire la différence, la méningite peut varier avec l'âge, par exemple. Lorsque vous voyez un nouveau-né qui a de la méningite, comment un nouveau-né peut avoir la méningite? Et la plupart du temps, c'est lors de l'accouchement à travers les voies génitales de sa mère. Alors, ça veut dire que la mère a une infection urinaire. Et les causes des bactéries, les bactéries qui sont le plus souvent la cause des infections urinaires, c'est ces femmes enceintes. Ce sera les groupes B streptocoque. Ça sera l'hystéria monocytogène aussi.
ou encore Escherichia coli qui seront. Et donc vous allez voir que c'est des nouveau-nés. Lorsque vous investiguez la cause chez les nouveau-nés, c'est surtout les groupes B streptocoques, les Escherichia coli ou bien les Listeria monocytogènes. Alors lorsque vous allez un peu plus aller chez les enfants et les adolescents, la plupart du temps c'est le Neisseria meningitidis qui est à la base, n'est-ce pas, de la méningite, c'est cette différence d'âge. Alors lorsque vous allez encore chez les adultes et les vieilles personnes, la plupart du temps c'est les Streptococcus pneumoniae. C'est le Streptococcus pneumoniae qui est à la base n'est-ce pas, de l'infection de la méningite, c'est ces patients-là. Alors, Haemophilus influenza, en tout cas aux États-Unis, si un enfant a l'Haemophilus influenza, c'est-à-dire si l'enfant a une méningite et la cause c'est Haemophilus influenza, ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas vacciné. Alors, ça c'est peut-être pas la même chose partout dans le monde, où on sait qu'il y a des endroits du monde où tous les enfants ne reçoivent pas de vaccin. Alors, l'origine peut être aussi due à un champignon. Et la plupart du temps, lorsque vous voyez un fungus qui donne une infection, une méningite chez un patient, si vous investiguez, le patient doit être soit immunodéprimé ou encore HIV positif. Alors, et cliniquement, comment ces enfants vont se présenter? C'est très très important. Il faut toujours chercher ce qu'on appelle la triade. Donc la triade c'est quoi? C'est les céphalées, c'est les raideurs de la nuque, mais aussi c'est la fièvre parce qu'on parle d'infection. Alors, mais il y a d'autres signes associés qui peuvent être là, tels que la photophobie, tels que les vomissements. Ceux-ci-là peuvent être associés aussi. Alors, ce qui est très très important pour le diagnostic de ces malades-là, c'est la ponction lombaire. Alors, où est-ce qu'il faut faire la ponction lombaire? Il ne faut jamais oublier que la moelle s'arrête au niveau du deuxième vertèbre lombaire. Alors, lorsqu'on voit ici, on a encore dit, ça c'est les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, les vertèbres sacrales et les vertèbres coccygènes. Alors lorsque vous voyez, et la moelle épinière vient jusqu'au niveau du deuxième vertèbre lombaire et s'arrête là-bas. Alors que le subarachnoid space va continuer jusqu'au niveau du S2, le deuxième vertèbre sacré. Donc lorsque vous allez faire une ponction en cas de méningite, il faut faire en sorte que ce soit entre le deuxième vertèbre lombaire et le deuxième vertèbre sacré. Alors, ici, le point repère, c'est quoi? J'ai fait une tape ici pour faciliter la compréhension. Nous avons les crêtes iliaques ici, qu'on peut prendre comme repère. Lorsqu'on prend les crêtes iliaques et on vient à ce niveau, et la plupart du temps, c'est entre les L4, L5, c'est-à-dire entre les L4 et les L5. C'est à ce niveau qu'il faut faire la ponction. Et lorsque vous faites la ponction, faites beaucoup attention. Vous pouvez percer la durmère, vous pouvez percer l'arachnoïde, il ne faut jamais percer la pimère. Donc il ne faut jamais aller au-delà de la pimère pour faire une ponction lombaire. Et lorsque vous faites des ponctions lombaires, vous allez ramener soit les bactéries, soit des virus ou des champignons. Alors, pour faire encore la différence, lorsque la ponction lombaire ramène beaucoup de neutrophiles, lorsqu'il y a beaucoup de neutrophiles et peu de sucre dans la ponction lombaire, ça veut dire que l'infection, la plupart du temps, est bactérienne parce que les neutrophiles viennent combattre les bactéries et les bactéries mangent aussi du sucre au niveau de la moelle épinière. Et il faut comprendre que d'abord, il y a une différence entre le taux de sucre dans le sang et le taux de sucre dans la moelle épinière. C'est que le taux de sucre dans la moelle épinière est le 2 quarts du taux de sucre, c'est après la moitié du taux de sucre qui est dans le sang. Alors lorsque vous voyez encore une diminution du taux de sucre au niveau lombaire, ça veut dire que les bactéries l'ont mangé. Ou bien encore, et vous pouvez avoir une infection fungale aussi. Alors, lorsque vous avez une infection fungale, encore les fungus aussi peuvent manger ce qu'on appelle du sucre. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas trouver des neutrophiles dans la ponction, mais vous allez trouver des lymphocytes. Alors, un autre cas où vous allez trouver des lymphocytes, mais le sucre sera normal, ça sera encore les infections virales. Lorsque vous avez un virus, vous allez avoir qu'il y a beaucoup de lymphocytes, mais il n'y a pas de sucre et il n'y a pas de problème au niveau de la moelle épinière. Alors ça c'est un peu la différence. Et quelles sont les complications? Les complications au niveau de la méningite, c'est surtout
liées à la méningite bactérienne. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous avez une infection bactérienne, qu'est-ce que vous allez avoir des neutrophiles. Et lorsque ces neutrophiles-là viennent essayer de combattre la bactérie et qu'ils n'arrivent pas à combattre la bactérie, ces neutrophiles vont mourir. Et les cadavres des neutrophiles, c'est ça qu'on appelle du pus. Alors lorsqu'il y a du pus au niveau du cerveau, où il n'y a pas assez d'espace, le pus va faire une pression sur le cerveau. Et cette pression peut entraîner soit une hernie au niveau du cerveau, et cette hernie n'est pas bon parce que la hernie peut entraîner, comment on appelle, elle peut entraîner la mort, mais aussi il peut y avoir une collection de liquide et donner ce qu'on appelle la collection de liquide qui va entraîner, qui va détruire certains centres, par exemple l'audition. C'est pourquoi ces malades-là, les malades atteints de méningite peuvent devenir sourds. Et vous allez avoir aussi, ils peuvent développer aussi une hydrocéphalie au niveau du cerveau. Alors, la prochaine pathologie que nous allons parler, ça sera les pathologies, n'est-ce pas, du cerveau. Maintenant, ça sera dans le prochain type.